Ça a bien Ça dure été? combien de temps? Ben, je pense que oui. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais éventuellement, Ben oui, mais je t'en as suis, même je trois. suis, Tu sais, t'es je pas suis obligé de tout convaincu. dire. T'es pas Oui, c'est obligé de ça. tout Je suis dire. convaincu qu'éventuellement, je pourrais placer tout ça. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Je suis Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval. Je suis un passionné comme vous d'intelligence artificielle et cette semaine, nous recevons en studio sur Zoom avec tous les problèmes que ça peut impliquer. Corne de brume parce que nous avons un nouveau collaborateur et vous vous rappelez, là, cet été, j'avais fait un appel à tous pour tenter d'intégrer de nouveaux collaborateurs à l'équipe et pour enrichir notre équipe et notre expertise. On cherchait comme de nouveaux curieux, là, comme vous, pour discuter d'intelligence artificielle. Et vous êtes plusieurs à avoir répondu à l'appel. Encore une fois, merci de l'avoir fait. Et cette semaine, pour cet épisode, je reçois notre premier nouveau collaborateur et je suis certain que vous allez l'adorer. Il s'appelle Sylvain Munger. Bonjour Sylvain. Bonjour, Jean-François. Bienvenue à ton, désormais, podcast IA Café. Ça va bien? Oui, ça va super bien et je suis très heureux de me joindre à l'équipe et j'ai hâte de voir aussi les autres collaborateurs. Yes, ils s'en viennent bientôt, tu vas les rencontrer. On a un premier enregistrement aujourd'hui, plus tard, et éventuellement, là, tu seras parmi nous à discuter des mêmes thèmes que nous. Comment as-tu découvert justement notre podcast, Sylvain? J'ai découvert ça au courant de l'été, je crois. Oui, je pense à la fin juillet, si je ne me trompe pas, que ça avait passé, ça, cette annonce-là. Si je ne me trompe pas, c'était par LinkedIn. Ah oui? Oui, mais peut-être par aussi les nouvelles de l'Observatoire là, sur l'Obévia, là, sur les impacts sociaux de l'IA et du numérique. Mais je ne suis pas certain, mais je pense que c'était sur LinkedIn. Donc, tu nous as découvert un peu sur le tard. Effectivement, j'avais publié une demande je me cherchais mes nouveaux collaborateurs. Donc, j'avais fait circuler ça à travers les réseaux sociaux. Puis, ça a réussi à te trouver parmi tous ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux, qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. On a fini par trouver notre quelques perles rares et tu en fais partie. Bienvenue dans l'équipe, Sylvain. Oui, merci beaucoup. Je m'attendais à un barrage nourri de feux d'artillerie de questions aujourd'hui. Je vais rester un petit peu sur ma faim, mais ce sont pour une prochaine fois, j'imagine. Non, j'en ai plein des questions pour toi. Là, on va te présenter en bonne et due forme. Je me rappelle la première discussion qu'on avait eue ensemble, tu me disais que tu avais un parcours atypique. Je sais que David aussi dit ça, qu'il a un parcours atypique. Toi, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que tu as un parcours différent? À quel point il est différent, là? Ben, je dirais que c'est sur le plan de la variété de la formation, si on peut dire. En fait, j'ai toujours un peu suivi mes goûts, mais du moment. C'est-à-dire que quand j'ai entamé là, l'université, moi, je visais pas très, très à long terme, là, même que j'appréciais pas ça tout à fait, là. Donc, c'est un peu sous cet angle-là. Là. Moi, je n'avais pas tout à fait ça. Ça m'a pris un peu de temps avant de commencer à vraiment saisir la substance là, et d'apprécier vraiment ce que ça pouvait être. T'aimais La pas recherche. l'université? Non, au départ. Ça a mal tourné, là, parce que ça fait longtemps que tu es rendu au postdoc. Là. Fait que ça a mal tourné depuis. Là. En effet, c'est ce que je dis souvent à mes parents d'ailleurs pour les taquiner. Je leur ai dit, finalement, vous m'avez encouragé à continuer, maintenant, c'est bien fait pour vous. Vous l'avez eu comme il faut dans les dents. Maintenant, il n'y a plus moyen de t'arrêter. Donc, je regardais dans ton CV, donc parcours atypique. Là. C'est-à-dire que toi, en ce moment, là, c'est plutôt un postdoc. On en parlera peut-être un peu plus tard. Là. C'est un postdoc sur les entrepreneurs, je dirais, en intelligence artificielle. Donc, tout le business là, autour de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces entrepreneurs-là. Toi, ça fait partie de ton pain et ton beurre en ce moment, mais je dirais qu'il y avait un parcours
on va dire, multiples. Donc, Oui, enseignement, oui. Ben, au départ, en fait, j'ai commencé en histoire et j'ai pris ça tout à fait par hasard, là. C'est parce que j'aimais ça, en fait. C'est peut-être la seule matière que j'appréciais vraiment avant. Donc, j'ai commencé là-dedans, mais là où je dis que c'est atypique, c'est parce que j'avais pris une mineure en sciences politiques aussi. Alors, au départ, là, dans les premières sessions, j'avais des cours en Sciences Po, en pensée politique, entre autres. Je me souviens des textes de Tocqueville, des textes de John Locke, des textes de Rousseau, et je détestais ça complètement, ouais. au point où ça n'a pas duré, ça n'a pas excédé la première session. Ah oui. Tout de suite, je me suis dit, ben, on va prendre un bac spécialisé, puis on va laisser faire la Sciences Po. Et puis, c'est resté comme ça. Et à la suite de ce premier bac-là, ben, je me suis orienté vers l'enseignement au secondaire. Pendant plusieurs années, d'ailleurs. Oui, oui, oui. En fait, j'ai alterné entre la suppléance et différents contrats là, d'enseignement. En fait, j'ai enseigné à peu près à tous les niveaux, si on inclut là-dedans les stages. Donc, j'ai fait le bac en histoire, ensuite le bac en enseignement, et puis j'ai commencé à travailler en parallèle comme ça, mais c'est complètement par hasard en faisant ce second bac-là. Puisque j'avais déjà le bac en histoire, donc j'avais beaucoup de trous dans mon horaire, si on veut. Et ben, en fait, il fallait que j'essaie de les meubler là, pour ne pas me retrouver à aller à l'école juste une journée dans la semaine, parce que le reste de la semaine, c'était pas très productif, et encore moins lorsque tu es dans les débuts de la vingtaine avec des colocs. Donc, ça n'aide pas beaucoup à la discipline de travail. Donc, j'ai essayé de meubler ça. Ben oui. Et puis, c'est comme ça que moi, je me suis toujours intéressé à la géopolitique, là, à la politique étrangère américaine. Ben, on voit ça Puis un dans professeur. ta maîtrise. La Oui, maîtrise, là, tu t'es intéressé, je regarde le CV en même temps, là, comment, le corps des Marines en Irak, exact. 2003-2008. Là, j'imagine qu'éventuellement, on va arriver à l'intelligence artificielle, là, mais c'est ça. Là. Toi, ton début de parcours, c'est histoire. Donc ça t'intéresse. Tu fais C'est de ça. l'enseignement aussi à travers ça. Ta maîtrise, là, Exactement. tu dévis, bon, histoire, socio, politique, les Marines, l'intervention en Irak. Mhm. Qu'est-ce que tu explorais dans ce parcours-là, la maîtrise? Ben, en fait, c'est ça, c'est là où c'est ironique, c'est que je connaissais ce prof-là, j'ai pris un cours qui s'appelait Problèmes militaires et stratégiques et ça a été un véritable coup de foudre. Là. À partir de ce moment-là, je n'ai jamais lâché, mais ça me fait retourner complètement à la science politique. Et là, je me suis mis à faire des cours de Sciences Po, comme ça, pour compléter mes sessions, et puis ça a fini avec une propédeutique et j'ai entré en maîtrise de cette manière-là. Et puisque l'angle d'approche était beaucoup les enjeux stratégiques, les problèmes militaires, les questions, tout aussi la technologie militaire, ça m'intéressait beaucoup, ça m'a toujours intéressé d'ailleurs. Donc, ça a été mon angle d'entrée là, dans la science politique. Ça m'a occupé pendant de nombreuses années. C'était les questions militaires sous différentes formes. Ça a commencé avec l'intervention américaine en Irak. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était parce que c'était la culture, d'interroger la culture stratégique américaine. Et la culture stratégique américaine, elle est très technophile. Ah oui, c'est vrai. Quand on regarde dans l'histoire, bon, on aime beaucoup les jouets, là, L'utilisation des drones à l'époque, là, je pense que c'est le début de tout ça. Là. exactement, mais même avant ça, même quand on regarde l'implication américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, les pertes humaines ne sont pas à la même amplitude que les pertes russes, par exemple, dû notamment à l'emploi massif de technologies comme les bombardiers à long rayon d'action, éventuellement la bombe atomique. Donc, il y a une espèce de technophilie américaine, si je peux C'est dire, vrai. dans la façon de faire la guerre, qui est d'essayer de toujours trouver un avantage avec l'armement et la supériorité technique pour épargner, essayer de sauver des vies, Oui. du côté américain, bien sûr. Oui. Puis on te voit le monter là, tranquillement, je dirais intellectuellement. On voit que, bon, le socio, politique, histoire, mais tranquillement, c'est la place de la technologie dans cette histoire-là, dans la politique, là, avec les. Là, tu as parlé des drones, mais de la technologie en général, sont technophiles. Donc, toi aussi, tranquillement, on te sent aussi devenir, devenir technophile, t'intéresser aux grandes technologies, puis comment que tout ça peut contribuer, je dirais, à l'histoire de nos sociétés. Je regarde le doc. Le doc, là, on dirait que ça dévie un peu. Là, Oui, ça devient un peu plus atypique, où tu t'intéresses à la transformation du territoire, de la population de Détroit. Donc, la ville de Détroit, tout à coup, elle va devenir significative dans ta vie.
Puis, tu t'intéresses, entre autres, au dépérissement, à la grandeur d'abord de cette grande ville-là, et au dépérissement de cette grande ville-là. Donc, pourquoi tu passes de cette maîtrise-là au doc? C'est quoi le lien historique, sinon logique? Oui, le lien historique ou logique, en fait, aujourd'hui, j'aurais même du mal à le percevoir. En fait, c'est parce que moi, dans le parcours, je suis toujours un peu la piste du gibier, si je peux me permettre. C'est-à-dire, je suis les intérêts du moment, la proie qui me semble la plus attirante du moment, c'est vers là que je vais. Et puis, j'ai glissé pendant les études de maîtrise. Et même, j'ai jamais tout à fait quitté le monde militaire non plus, parce que toutes mes publications portent beaucoup là-dessus. J'ai fait des publications sur le super soldat, là, le revêtement, le retour des armures sur le champ de bataille, là, l'espèce d'image d'Iron Man que l'armée américaine essaie de construire, les C'est drones vrai. aussi, les drones armés qui m'intéressaient. Ça m'a toujours accompagné et ça m'intéresse encore. Mais peut-être le point de le vase communicant, si on peut en trouver un, c'est peut-être celui de la géopolitique. Je m'intéressais aux transformations économiques aussi. Donc là, moi, c'était l'aspect géopolitique véritablement de la mondialisation qui m'intéressait. Et en particulier, à travers l'exemple de Détroit, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'objet de la ville comme phénomène de métropolisation. C'est-à-dire, comment est-ce que, quand on regarde depuis une quarantaine d'années environ, là, une espèce d'effet d'agglomération où on voit plusieurs métropoles un peu se rassembler, se regrouper par différents réseaux de transport et de communication, de manière à former des espèces de micro-continents, des espèces de villes-continents. Oui. Par exemple, le corridor Boston-Washington, entre autres, on observe des portions de territoire où la ville semble ne pas avoir de fin. C'est vrai. Elle semble recouvrir la totalité de la surface. Donc, ça m'intéressait. Et ça m'intéressait aussi de voir qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, à Détroit, ça soit un peu l'effet inverse. Comment on en arrive à un phénomène de désindustrialisation, l'apparition des ruines, de dégradation du mobilier urbain, de l'environnement bâti et de dépeuplement aussi, littéralement. Parce que Détroit perd la moitié de sa population. C'est vrai. Par rapport à même plus que la moitié. Puis tes pistes de réflexion, de conclusion, qu'est-ce qui justement peut créer au sein des grandes villes comme ça, soit une ascension là, fulgurante, puis on dirait qu'elle ne cesse de grossir, ou un déclin, je dirais, comme ça, de ville. C'est quoi tes pistes de réflexion? Comment on explique ça, par exemple? C'est quoi les principales pistes? En fait, l'idée principale, c'est que la fonction des villes, et ça c'est vrai à travers de l'histoire, c'est de favoriser les interactions sociales. Il y a une statistique très intéressante. Là. Par exemple, si vous observez un doublement de la population dans une ville, la population fait x2, si je vous demande, est-ce que le nombre de brevets sortis par habitant, est-ce que ça va doubler aussi? La réponse, elle est non. Ça va faire 115 %. Donc, il y a un 15 % qui s'ajoute tout le temps. Pourquoi que ça fait ça? Chaque fois qu'on double, il fait une économie d'échelle qui vous donne un gain de 15 % supplémentaire que vous allez chercher dans le nombre de brevets. C'est parce que la densité favorise l'innovation sous toutes ses formes. Ça favorise la mise en commun des talents individuels, des compétences, des idées, de la créativité. Ça forme une espèce d'écosystème, une espèce de bouillon d'où émanent les innovations, entre autres technologiques. Et quand on regarde, par exemple, si on prend les super formations urbaines, là, comme Boston-Washington, comme j'illustrais tout à l'heure, eh bien, c'est eux qui concentrent pratiquement, si on met les 20 premières régions du monde comme ça, on va observer qu'ils vont dominer, ils vont occuper peut-être à 40 à 50 % du nombre de brevets dans le monde. Donc, ça, c'est la première piste. Et puis, en géopolitique, on aime bien, les spécialistes aiment bien les espèces de concepts. Alors, vous avez le Sea Power, la puissance maritime, le Land Power, puissance continentale, le Air Power aussi, le Space Power. Bien, moi, ce qui m'intéressait, c'est le Brain Power. C'est de voir comment les villes... Le Brain Power, OK.
Oui, exactement. Comment les villes formaient une espèce de super intelligence, mais sociale, dont le but était un peu d'essayer de nourrir une course à l'armement cognitif pour dominer dans la lutte géoéconomique internationale. Donc ça, c'était un peu la grande thèse, si on veut. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de montrer un peu comment la structure sociale de la société néolibérale, donc pas seulement celle américaine, elle est axée en fait sur une espèce de hiérarchie de l'intelligence. C'est-à-dire que, et ça occasionne une fracture territoriale, des inégalités, un développement géographique inégal entre des territoires et des localités, comme celui que l'on observe à Détroit, parce que ce qu'il écrit, c'est une espèce de stratification éducative, c'est-à-dire que ce qui est valorisé, c'est le capital scolaire, sa mobilité. On essaie d'attirer le talent, la technologie, les investissements aussi, dans des espèces d'incubateurs au centre des villes pour produire, encore une fois, cette innovation-là, pour être mieux armés, pour compétitionner dans l'environnement international, qui est dominé par une quête de la puissance économique, essentiellement. Donc, ça, grosso modo, c'était ça. C'était ça. Puis les idées, c'est intéressant. Tu fais des liens entre ceux qui ont des idées, le brain power, là, ceux qui ont des idées puis qui finalement vont contribuer à l'ascension ou au déclin. Là, ici, c'est d'une ville, c'est de plusieurs villes qui ont été à l'étude. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le lien que tu fais entre... Il y en a qui ont des idées, il y en a qui servent de leur cerveau. Puis, il y a le lien, c'est entre ceux et celles qui ont des idées qui, ultimement, vont finir par influencer le développement ici, c'est d'une ville, puis je me permets de le reformuler parce que cette idée-là, elle va revenir aussi dans ton postdoc, c'est-à-dire que, c'est ce que je pense comprendre, là. Ouais, Je peux me tromper, je peux me tromper, mais à date, ça va bien, ça va bien. ça va bien, mais Ouais. ce qui est intéressant dans ton postdoc, c'est que tu t'intéresses aussi à ceux et celles qui pensent l'intelligence artificielle, donc, et qui tentent de la faire. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des entrepreneurs, il y en a plein, on en connaît, il y en a quelques-uns qu'on connaît autour de nous qui travaillent, qui ont des idées, qui tentent de vraiment bouleverser, changer, créer le monde de l'intelligence artificielle. Puis, donc, c'est eux le brain power concret là, qui est en train de s'appliquer. Puis tu t'intéresses à comment ces entrepreneurs-là, via leurs idées, là je fais le parallèle avec Détroit, là, peut contribuer à l'ascension, mais peut-être aussi au déclin de l'intelligence artificielle. Est-ce que je fais un passage trop abrupt d'un à l'autre, là, mais... Non, c'est un excellent résumé. D'ailleurs, tu m'as devancé parce que c'est exactement le pont que j'aurais fait aussi. C'est là où j'en arrive aux entrepreneurs, c'est-à-dire les villes comme Détroit, lorsqu'ils ont planché là, sur une espèce de stratégie pour revitaliser la ville, il y avait justement cette volonté-là de se transformer, de s'adapter à l'économie du savoir. Et pour faire ça, il faut créer des écosystèmes, donc des milieux de vie, là, des quartiers qui sont attrayants pour un certain type de clientèle. Et là-dedans, c'est les gens avec certaines formations. Donc, on parle des systèmes, là, les sciences, la technologie, les mathématiques, le médical aussi. Donc, ça, c'est ces gens-là qu'on essaie d'attirer dans les centres urbains pour dynamiser les villes. Et Détroit, ça s'inscrit là-dedans. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avant ça, disons avant... c'est un mouvement qui, la gentrification, ce qu'on appelle le réembourgeoisement des centres urbains. Avant ça, c'était le contraire, c'est-à-dire que l'élite économique et technologique habitait en banlieue. C'était vrai pendant la guerre froide. Et là, c'est une réinversion, c'est-à-dire que cette élite-là réinvestit les centres urbains. Et quand on regarde des cartes qui sont basées, là, il y a des modélisations qui existent, là, qui sont basées sur, on essaie de faire une cartographie en fonction des diplômes, du taux du niveau d'études des populations. Si vous prenez, par exemple, niveau universitaire, premier, deuxième, troisième cycle, puis vous mettez ça en différentes couleurs, puis vous placez les autres ensuite, vous allez voir qu'il y a vraiment une concentration dans les plus grandes, dans les métropoles, par exemple San Francisco, New York, Manhattan. Manhattan est complètement... ça, c'est assez intéressant de voir ce type de modélisation-là. Puis, c'est ce qui amène...
amené ma transition vers l'IA. Ben, l'intérêt pour l'IA me venait déjà de mes recherches précédentes sur des questions militaires, des technologies militaires. Oui, on le voit, là. Même si ça ne s'appelait pas toujours IA, là, mais par exemple, Big Data, l'infrastructure algorithmique de surveillance qui est utilisée par les drones, le renseignement aussi. Donc, il y a de l'IA là-dedans. Ben oui. Donc, le point est là. J'essaie de joindre un peu mes intérêts par rapport à l'IA militaire versus mes intérêts que j'ai développés avec la thèse là, sur la question de l'entrepreneuriat et de l'innovation aussi. J'essaie de joindre les deux parce que je m'intéressais vraiment au pouvoir des entrepreneurs. Parce qu'on le voit là, même dans le titre de ton projet de postdoc, c'est les visions du futur de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Pouvoir et prestige de l'imaginaire sociotechnique, on y reviendra, mais chez les entrepreneurs de Montréal. Donc, tu t'intéresses aux entrepreneurs de Montréal en intelligence artificielle, leur vision du futur de l'intelligence artificielle. Commençons peut-être par les entrepreneurs de Montréal. Qui sont-ils? C'est quoi ta population? À quoi ça ressemble comme portrait socio-démographique? C'est des jeunes, des vieux, des blancs à moustaches? C'est quoi leur formation? Le profil sociologique, c'est assez intéressant parce que moi, dans mon groupe de participants, il faut comprendre que c'était un projet qui avait quand même une thématique. Là. Ça devait porter sur les enjeux de pouvoir, discrimination et inégalité en IA. Et moi, j'ai choisi de traiter ça sous l'angle de l'imaginaire parce que, avant que les technologies en question soient développées ou qu'elles existent, elles sont pensées. C'est vrai. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'on pense de ça, de ces technologies-là. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en s'intéressant aux représentations de ces technologies-là et aux visions. Il y a souvent dans l'entrepreneuriat, il y a le mythe de la Silicon Valley qui est très fort. Oui. Mais c'est intéressant de voir en même temps le rôle, parce que même avec Détroit, on essaie de faire des parallèles parfois, parce qu'on a déjà qualifié Détroit de Silicon Valley de l'ère de l'automobile, là, ce qui est vrai. Sur le plan du développement de l'industrie automobile, Détroit a joué un rôle majeur, prédominant. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans la Silicon Valley, c'est que avant les années 60, par exemple, l'imaginaire américain à propos de la technologie était très, très pessimiste. C'est-à-dire, vous étiez en pleine guerre froide. Alors, la technologie, c'est la mort, on va tous mourir, on va exploser. Exactement, ça va détruire la planète, ça va être l'holocauste nucléaire, éventuellement aussi avec le rapport de Meadows dans les années du Club de Rome dans les années 70, là, ça va être l'entropie de la Terre, c'est-à-dire que l'épuisement des ressources naturelles et le boom démographique de la planète va mener à une surexploitation des ressources naturelles de la planète, donc à un effondrement généralisé et systémique. Et il y avait aussi même l'ordinateur qui était très, très mal perçu dans les années 50. Ça, on oublie ça souvent parce qu'aujourd'hui, ils sont très conviviaux, les appareils numériques que nous avons. Là, c'est très user-friendly. Mais quand on les aime, on les a dans nos mains, on les caresse, puis on les aime beaucoup. Exactement. Mais quand vous remontez aux origines, les premiers ordinateurs, c'était très austère. Je veux dire, ça occupait beaucoup d'espace, ça occupait beaucoup de pièces. Et éventuellement, en fait, on associait l'informatique au pouvoir, au contrôle. On voyait des boutons, des espèces de boîtes grises ou blanches. Donc, c'était très, très impersonnel. Et les entrepreneurs de la Silicon Valley vont réenchanter cette technologie-là. Et ça vient d'assez loin. Les recherches sociologiques qui ont été menées là-dessus, en fait, quand on essaie de retracer l'origine de la Silicon Valley, on retrouve à la source les hippies. Il y a un idéal hippie. C'est vrai. De partage, partage du savoir, partage de la connaissance. C'est vrai que c'est là tout. On partage tout, y compris la technologie, le web, c'est né à peu près à cette époque-là. Exactement. Puis aussi la créativité. C'est-à-dire qu'il faut... tout le monde doit avoir les capacités, le pouvoir de pouvoir créer des choses. Et puis, je fais une histoire courte, mais si on essaie de simplifier ça, en fait, c'est les communautés hippies n'ont peut-être pas duré, c'est-à-dire qu'elles se sont éteintes. Là. Il y en a eu, pendant un moment, il y en a eu beaucoup, là, vraiment beaucoup aux États-Unis. Mais leurs idées, elles, ont perduré. Là. Les idéaux ont perduré, et même, pour simplifier, on pourrait même dire que beaucoup d'hippies se sont revenus dans la société et ont démarré des entreprises, littéralement.
pour amener ça là-dedans. Et ça, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, là, d'ethnographie, de recherche là-dessus. Et puis, je trouve que c'est très intéressant. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir un peu quel est l'héritage ou, en fait, quelle est la place de ça dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment le point qui m'intéressait particulièrement. Oui. Pour ce qui est du groupe, je vais y aller rapidement. Moi, en fait, j'ai le tiers de mes participants qui sont soit des femmes, soit des gens issus des minorités culturelles. Je dirais que c'est des jeunes majoritairement, dans la trentaine, là, assez fortement représentés. Mais là où il y a peut-être une surreprésentation, c'est vraiment sur le profil académique, là. Ça, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, là. C'est la question des biais. J'aurais peut-être quelques petites choses à ajouter là-dessus. On verra, mais justement, tu t'intéresses à ces entrepreneurs-là, à leurs idées. On le voit dans ton discours aussi, comment les idées peuvent transformer le monde, comment les idées véhiculées à une époque peuvent transformer aussi la technologie. Ce que tu constates en intelligence artificielle, ces entrepreneurs-là, c'est quoi leur vision du futur de l'intelligence artificielle? Comment ils le conçoivent? Parce qu'on le voit là, dans ton hypothèse, ta démonstration, il y a l'idée que ces idées-là vont nécessairement transformer le futur de l'intelligence artificielle. Donc, à quoi rêvent-ils, pour faire un petit clin d'œil à notre ritournelle à chaque épisode? À quoi rêvent-ils les entrepreneurs en intelligence artificielle? C'est quoi leur vision? C'est une question qui est intéressante. En fait, je pense que j'ai trouvé autant de visions qu'il y a de personnes. En fait, je pense pas qu'il y a vraiment une homogénéité avec ça. Il y en a plusieurs des visions. En fait, il y a toute la question de la mission sociale de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise qui sont souvent mises de l'avant. Okay. Là, le problème là-dedans, c'est que c'est difficile à voir, en fait, le niveau là, d'adhésion à ces valeurs-là ou d'attachement à ces valeurs-là ou à cette mission d'entreprise-là. Parce qu'en fait, ce qu'on m'expliquait, c'est que dans l'écosystème actuel de Montréal, c'est que les organismes subventionnaires, en ce moment, il y a beaucoup d'argent. Même que il y a beaucoup d'argent? Oui. Non, j'étais ironique un peu. Il y a beaucoup d'argent, oui. Je le vois. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, en ce moment, le problème, c'est pas l'argent. Je veux dire, moi, on m'offre des montants d'argent, mais le problème, c'est que j'ai juste 15 employés puis ça m'en prendrait 50. Oui. Donc, ce qui freine le développement actuellement, c'est la main-d'œuvre. Mais c'est pas une question que j'ai réussi vraiment, c'est de voir c'est quoi la vision vraiment. Je dirais que majoritairement, c'est une vision qui est assez utilitaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est peut-être la grande différence que l'on peut retrouver peut-être, je ne sais pas avec les scientifiques, parce que je n'ai pas mené mené ce questionnaire-là avec des scientifiques. Ce serait intéressant de le faire pour pouvoir comparer. Là. Vraiment. Pour voir dans une université ceux qui pensent l'intelligence artificielle, mais dans un contexte universitaire, voir si ça diffère à ce point-là des entrepreneurs qui, eux aussi, pensent l'intelligence artificielle. Exactement, parce que ça serait vraiment, c'est de faire une cartographie là, des ressemblances ou des différences par rapport à ce qu'on attend ou ce qu'on peut anticiper des dangers, des promesses par rapport à l'IA. Mais je dirais que grosso modo, on peut s'entendre que la vision dominante, si on veut, c'est l'aspect utilitaire, c'est-à-dire qu'on voit ça comme une espèce de marteau, mais un marteau sophistiqué, on s'entend. Donc, c'est vraiment la question. On conçoit des outils pour répondre à des besoins, point. Exactement. Parce que quand vous démarrez une entreprise, si vous dites aux investisseurs, je fais de la recherche et du développement, je veux continuer ce que je faisais pendant mes études ou ce que je faisais pendant le laboratoire, ça marche pas. Je veux dire, il faut un marché. S'il y a un marché, ça prend. Si vous développez un produit, il faut que vous trouviez à qui ça va se destiner. Donc, les autres entreprises. Il faut déjà penser le besoin, puis la technologie qu'on tente de développer, c'est exactement pour répondre à ce besoin-là. Donc, ça limite un peu le champ des idées, du rêve, du champ hippie. Là, le champ hippie, il n'y a pas beaucoup de place. Là. Exactement. Donc, c'est plutôt, moi, je dirais, il y a peut-être trois grandes images de l'IA. En fait, ça, c'est ma classification actuelle là, qui est encore en progression. Je voudrais dire, c'est pas quelque chose qui est complètement arrêté. Mais pour prendre trois images, peut-être, je dirais qu'il y a l'image IA Esclave.
l'image IA Vigile ou Sentinelle et l'image de l'IA Divine. Je vais essayer d'expliquer peut-être un peu. Quand j'entends utilitaire, ce que je veux dire, c'est que c'est un outil. C'est là pour prêter assistance à des tâches qui sont soit répétitives pour les humains, soit inintéressantes, soit que ce serait pour gagner du temps et pour peut-être trouver un peu d'économie d'échelle puis maximiser. Comme j'expliquais, il y a un gros problème de pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est revenu souvent là, dans mes entrevues. Ça, c'est ça. Cette première catégorie-là, c'est juste, chez l'entrepreneur, on développe des outils pour répondre à des besoins, puis l'IA en question, ce sera notre esclave, on le met au service d'un but qu'on a déterminé. C'est ça? C'est ça, exactement, exactement. Donc, c'est là pour porter assistance, pour soutenir, pour prendre soin, pour entourer les humains. Donc, ça serait une vision d'IA qui s'insère un peu dans notre quotidien, mais qui est un peu invisible. Plus elle va se développer, plus elle va devenir efficace, plus elle va disparaître. Ça va devenir un peu une espèce, pour faire le parallèle, un peu comme l'électricité. C'est-à-dire, c'est là. Ça a beaucoup d'applications, l'électricité. Mais ça n'a pas de. Ça ne vit pas. Je veux dire, ça n'a pas un statut spécial. C'est du courant électrique. C'est tout. Ça a seulement une fonction. Exactement. Donc là, cette vision-là de l'IA, c'est assez fort. Ça, je dirais que ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus permanent, là, qui est de plus prégnant. C'est vraiment ça. La deuxième, c'était quoi? Tu avais dit esclave. La deuxième, utilitaire? La deuxième, c'était l'IA vigile. Ou vigile. Oui, exactement. Ça, on est dans des fonctions peut-être un peu plus de surveillance. Là, j'entends la question de la cybersécurité, les enjeux de cybersécurité, par exemple. Donc, c'est l'IA qui est là comme une espèce de garde frontière, si on veut. Surveiller. Épier, colliger de l'info, nous aider à mieux voir, mieux entendre, mieux cerner. Donc, vigile en ce sens-là. Exactement. Pour amplifier tous les sens humains. Oui, amplificateur des sens humains. Amplificateur des sens, l'audition, la vision. Donc, tout ça. Et divine, la troisième, tu disais. Divine, ça, on entre beaucoup plus dans les grandes utopies qui sont attachées à l'IA, c'est-à-dire tout ce qui est transhumaniste. C'est-à-dire la possibilité, par exemple, parce que dans cette vision-là, transhumaine de l'IA, en fait, c'est que l'information, elle est indépendante du support matériel qui la transporte. Et dans ce cadre-là, ça veut dire que l'intelligence, en fait, toute l'information qui est contenue dans nos cerveaux, ça reste de l'information. Et le corps humain, c'est un véhicule de cette information-là. Alors, l'objectif ultime, ce serait de se séparer de ce support-là pour que l'intelligence continue son évolution, mais sans l'humain, sans l'aspect corporel de l'existence. Et là, c'est toutes les espèces de rêves, les fantasmes d'immortalité, de pouvoir télécharger son esprit dans un ordinateur, pour pouvoir devenir immortel, ou soit même d'être retéléchargé dans un corps robotique et de vivre éternellement comme ça. C'est ce genre de scénario-là ou de... C'est enivrant, mais en même temps, c'est un peu loin de la réalité. En tout cas, c'est loin du terrain de ce qu'on constate. Exactement. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Par exemple, moi, j'ai une entreprise qui faisait des robots de conversation. Oui. Par exemple, quand vous allez n'importe quel site web, là, si vous parlez à un agent conversationnel, la plupart du temps, c'est un chatbot. Là. Mais là, dans le cas de cette entreprise-là, ce qu'il faisait, c'est développer un produit là, qu'il vendait à des entreprises, à des clients. Mais l'objectif du fondateur, c'était d'arriver à créer une IA qui serait capable de scanner d'aspirer toutes les données d'une personne, tous ses comptes dans les réseaux sociaux, ses conversations. Apprendre à partir de toutes les conversations, un peu comme ce qu'on a vu j'avais vu un épisode de Black Mirror qui faisait ça un peu, là, accès à toutes les données, puis à partir de toutes ces données, comprendre tellement l'individu qui a généré ces données-là que pouvoir être capable de se déguiser ou reproduire un peu son style de conversation. C'est ça, ce serait une espèce de clone numérique. Et là, c'est ce qu'il me dit, même dans le cas, par exemple, où il y aura un décès, vous pourriez continuer à parler avec, par exemple, vous allez sur Messenger, vous continuez à parler à la personne décédée, puis il va vous répondre. Ça va avoir l'air à peu près de la personne.
en fonction des données qui auront été traitées par l'algorithme. Donc, ça, il y avait ça. Ça, mais c'est vraiment dire, ce discours-là, là, c'est la troisième catégorie, donc divine en ce sens. C'est quasiment exactement. créer de la vie, entretenir la vie, se projeter au-delà de la mort. On est vraiment dans cette catégorie-là. Là. Oui, puis même sans avoir à se demander est-ce que c'est vraiment vivant, c'est pas grave, parce que comment on peut faire la différence? Ça peut être un clone qui imite parfaitement le comportement, les émotions, la conscience de quelqu'un, mais ça sera quand même pas vivant, je veux dire. Donc là, on est dans ces trois images-là. Mais surtout, c'est la première image là, que l'IA esclave, c'est-à-dire, ça remonte à très, très loin. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant dans la recherche, surtout la revue de la littérature, là. C'est parce que quand on regarde l'IA, je trouve qu'on manque un peu de recul par rapport à ça. On parle de l'imaginaire, on parle des représentations, les utopies. Il y a des dystopies aussi. Il y a beaucoup de dystopies qui sont associées à l'IA, qu'on voit beaucoup. En majorité dans la science-fiction, c'est des dystopies, là, c'est des scénarios catastrophes. Mais ça, c'est actuel. Et moi, ce que j'ai constaté, et ça existe, une espèce d'archéologie de l'IA, là, c'est de voir, faire la généalogie des représentations de l'IA et même des visions de ce que pouvait être la vie animée à partir de matériaux inanimés. Et puis ça, il y a une histoire à faire avec ça. Et ça, je trouve qu'on ne prend pas beaucoup le recul parce que juste cette question-là de l'IA utilitaire pour porter assistance, on retrouve ça dans des textes, dans des légendes, dans des mythes grecs. C'est vrai. Dans les textes d'Homère, il y a des références au dieu Héphaïstos, qui est le dieu de l'artisan, de l'artisanat, où ce dernier, il est dans le Panthéon, et là, il construit ses outils, tout ça, mais il y a des assistants, aujourd'hui, on appellerait ça des assistants robotiques, c'est-à-dire que vous avez des... mais animés par eux-mêmes, là, quelque chose que... Oui, c'est ça qui différencie les mais l'IA, c'est un peu ça qu'on tente de développer. Oui, exactement. Un objet animé par lui-même. Là. Exactement. Mais dans le cas des Grecs, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'élément de magie. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer ça toujours avec une certaine logique mécanique sous-jacente à ça. Oui. Comme dans le cas d'Héphaïstos, il y a des espèces de tables qui se promènent, puis qui le suivent, puis qui répondent à ses commandes vocales. Donc, ils se promènent. Il y a un four qui répond à ses commandes vocales en fonction de la température, plus chaud, plus froid. Mais il y a toujours une volonté d'essayer d'expliquer ça par la mécanique. Il y a le mythe de Talos aussi, qui est une espèce de géant, là, une espèce de statue qui prenait vie, là, qui pouvait se promener puis qui patrouillait une île. Et puis, on essayait, dans les descriptions de cette légende-là, on explique comment il est fait. C'est-à-dire qu'il y a des pièces mécaniques, il y a même un moyen d'aller, il y a une espèce de rouet sur la cheville. Et si vous allez dévisser ça, il y a son liquide... qui est le liquide des dieux, là, le sang des dieux, je ne me souviens pas du nom de ça, là, ça a un nom, je l'ai oublié, mais il y a un sang, là, dans la mythologie grecque, les dieux ont une espèce de sang spécifique, là, je ne me souviens pas du nom, et c'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et puis la statue, elle a ce pouvoir-là, mais ça prend tout un processus mécanique pour distribuer ce liquide-là à l'intérieur de son corps. Et là, on essaie de décrire ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que souvent, on va remarquer que les visions que l'on associe à l'IA, ça peut être d'autres technologies, mais souvent, c'est des... Les peurs aussi qu'on a, c'est vraiment des vieilles visions qui sont remises au goût du jour, des vieilles peurs aussi qui ont toujours été... On n'appelait pas ça de l'intelligence artificielle, c'était pas de l'informatique non plus, mais cette peur-là de perdre le contrôle, de créer un animé qui s'anime de lui-même, ça, c'est vieux, c'est des vieilles histoires là, qu'on se raconte depuis des millénaires. Exactement. Donc, il y a une permanence dans ces craintes-là, dans ces visions-là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On peut penser à l'histoire de Frankenstein, qui est aussi, encore une fois, un recyclage de ce mythe-là. Mais même la perte de contrôle sur la création, ça revient souvent. Là. Puis là où l'inventeur du terme robot, c'est Capek, je crois, là, mais il avait écrit une pièce de théâtre là, où c'est dans les années 20, là, c'est Capek son nom à l'auteur, mais il avait écrit une pièce de théâtre, puis justement, ça met en scène un peu ce qui va servir au scénario de Metropolis, là,
le film qui va sortir à la fin des années 20. Là. C'est-à-dire, c'est des robots qui travaillent dans des usines et puis soudainement, ils prennent conscience de leur état de servitude et puis qu'ils vont se mettre à tuer tous les humains qui sont là. Donc, c'est ça, on parle des années 20. Donc, c'est des mythes qui sont très, très anciens. Et puis moi, ça m'intéresse, ça, d'essayer de les faire jouer ces visions anciennes-là versus les nouvelles, parce que finalement, quand on parle de visions du futur, mais peut-être qu'on peut trouver des visions du passé. C'est vrai. Vraiment. Peut-être que le futur est verrouillé, en fait. Il n'y a pas de vision du futur. On est toujours dans des visions du passé. On est dans les mêmes visions qui ne sont pas encore réalisées. Donc, c'est comme si on ne pouvait pas passer à autre chose. Ou je ne sais pas, mais ça, je trouve ça très, très intéressant. Oui, on pense qu'on avance, on pense qu'on s'invente de nouvelles histoires, puis finalement, c'est toujours les mêmes peurs, les mêmes ambitions, peut-être, qui prennent de nouvelles formes, mais qui varient très légèrement, qui se cachent derrière la modernité. Peut-être. Il y a peut-être ça à dire et à ajouter, Sylvain. Écoute, Sylvain, on jase, mais je pense qu'on va mettre fin à l'entrevue maintenant. Écoute, j'ai bien hâte de voir comment tu vas faire le pont. Puis c'est ça qui est intéressant aussi dans nos discussions. Comment tu vas faire le pont entre ton champ d'expertise, le nôtre, les questions terre à terre, les applications, les différents chercheurs qu'on reçoit. Je pense que c'est un peu ça notre défi. Là, on finit par avoir une tête bien construite comme la tienne, mais comment on fait pour faire des liens avec la tête et la tête des autres, de nos invités, de nos collaborateurs. En tout cas, j'ai bien hâte de t'entendre. Tu en as beaucoup à dire, puis j'ai bien hâte de t'entendre dans nos discussions. Oui, il en reste encore en réserve. J'en doute pas. Merci Sylvain. Donc, il faut s'arrêter ici. Nous cherchions donc des curieux. Sylvain en est un. Donc, si ça vous tente de rejoindre notre équipe, j'ai eu déjà quelques réponses. Il y en a 2 autres là, qui devraient se joindre à notre équipe, mais il y a encore de la place. Donc, si ça vous tente de rentrer dans notre équipe, de participer à nos discussions, réflexions de notre équipe, là, d'hyper motivés puis qui tentent de se faire une tête sur l'intelligence artificielle puis d'élargir un peu leur champ de connaissances en intelligence artificielle, faites-nous signe. Ça fera plaisir de vous compter parmi nous. Merci encore, Sylvain. Bien hâte de t'entendre à ce micro. Ça fut un plaisir partagé. Curieux de savoir ce que tu vas avoir à nous dire sur les autres contenus que nous allons vous proposer dans ce podcast. Donc, nouvelle invitation, si vous voulez vous joindre à nous. Faites-nous signe. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Jean-François Sénéchal. Et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve, et là ici c'est de circonstance aujourd'hui, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.